Donc pour me présenter brièvement, je suis ingénieur d'une spécialité qui n'a pas grand-chose à voir avec ce dont je viens de vous parler ce soir. Et je suis l'auteur d'un livre qui s'appelle Algocratie, publié à l'automne dernier aux éditions Actes Sud. Et c'est de ce livre que je viens de parler. J'ai notamment parlé du rôle des médias sociaux dans la formation des opinions et la diffusion de l'information. Donc c'est un vaste sujet. Ce qui m'a motivé à écrire ce livre, pour en faire une genèse très rapide, c'est d'essayer d'expliquer un paradoxe. Ce paradoxe est le suivant. Depuis, disons, le milieu du XXe siècle, on a accumulé une somme absolument prodigieuse de connaissances scientifiques. L'information ne s'est jamais diffusée aussi rapidement. L'alphabétisation a progressé partout sur Terre. Le niveau moyen d'éducation a progressé partout sur Terre. L'accès aux médias est devenu de plus en plus facile. Et donc, toutes ces conditions réunies auraient dû, théoriquement, nous permettre d'atteindre un sommet dans notre capacité à nous informer, à nous éduquer et à coopérer à l'échelle d'une société ou à l'échelle de l'humanité pour résoudre des défis d'intérêt général, comme celui du changement climatique, de l'épuisement des ressources fossiles ou que sais-je. Et au lieu d'observer cela, on a observé disons une dégradation du socle de connaissances, de croyances, de valeurs qu'on a en commun à l'échelle des sociétés. On a observé également un abêtissement des sociétés humaines mesurées en termes de quotient intellectuel, et on a mesuré une explosion de la désinformation dans à peu près tous les pays du monde. Donc comment ça se fait qu'on semble avoir réuni toutes les conditions pour s'informer et s'éduquer, et que ce n'est pas le cas? Alors, dans la tradition philosophique occidentale, on accorde une importance absolument centrale au débat des idées pour faire émerger les idées les plus utiles, ou les plus justes, ou les plus vraies, les plus raccords avec l'état du monde. Et une des conditions pour permettre à ce débat des idées d'avoir lieu, c'est bien sûr la liberté d'expression. La Déclaration universelle des droits de l'homme dispose dans son article 11 que tout citoyen a le droit d'imprimer, d'écrire, de s'exprimer librement. Et le problème, c'est que de la même façon que le droit de propriété ne dit rien de la juste répartition des richesses, eh bien, la liberté d'expression ne dit rien de la juste répartition des tours de parole. Comme on n'est pas omniscient, on s'en remet nécessairement à des intermédiaires, l'étymologie du mot média, pour accéder à une représentation du monde, donc à des choses qui se passent ailleurs sur Terre. Et ces médias sont deux grands types, comme vous le savez, des médias qu'on peut qualifier de traditionnels, qui sont antérieurs aux médias sociaux, donc la presse, la télévision et la radio, et les médias sociaux. Donc, en fait, il est paradoxal qu'on accorde une importance considérable au débat des idées, mais qu'on se préoccupe relativement peu des règles du jeu du débat public. Et souvent, ce sont ces règles du jeu qui déterminent par avance l'issue de ces débats. Donc, quelles sont les idées qui vont dominer le débat public et quels sont les avis qui vont dominer ce débat public. Et en la matière, les médias jouent un rôle fondamental puisqu'ils conditionnent l'accès à l'information de la majorité de l'humanité. Donc ils jouent deux rôles très distincts. J'aborde les deux sujets, à la fois les médias traditionnels et le rôle des médias sociaux dans mon livre. Alors pour les médias traditionnels, vous savez qu'il y a plusieurs grands problèmes qui se posent. Il y a notamment le problème de la concentration des médias qui va peut-être être abordé aussi tout à l'heure. Alors il y a plusieurs personnes qui ont très bien résumé ce qui se passait au niveau des médias traditionnels, mais je ne vais pas m'étendre plus que citer une ou deux citations là-dessus. Notamment l'historien et politologue américain Howard Zinn, qui décrit le paysage de l'information qui prévaut jusqu'aux années 2000. Il dit « Nous nous trouvons dans une société où le catalogue des idées disponibles se trouve limité, quand certaines autres dominent le débat. La prédominance de ces idées n'est pas le fait d'un groupe de conspirateurs diaboliques qui auraient réussi à imposer à la société un point de vue donné, mais ce n'est pas non plus le fruit du hasard, ni l'innocent produit de la réflexion libre des gens. Il s'agit d'un processus de sélection au cours duquel certaines idées conformistes sont promues, financées et mises en avant par le biais de puissantes machines médiatiques du pays. Ces idées sont privilégiées parce qu'elles sont inoffensives, elles ne menacent en rien les fortunes établies et les pouvoirs en place. » Donc on peut trouver cette citation caricaturale, mais elle rend relativement bien compte de ce qui se passe dans la plupart des pays du monde, puisqu'aujourd'hui, dans la plupart des régions, une poignée de milliardaires et de familles fortunées possèdent littéralement la majorité des médias. Donc la France n'y fait pas exception.
En 2022, il y a une dizaine de familles de milliardaires qui détiennent 80% des parts de marché de la presse nationale quotidienne et environ 60% des parts de marché de la télévision. Donc un paysage médiatique extrêmement concentré, et évidemment, il ne faut pas attendre de ceux qui ont intérêt à ce que rien ne change de mettre en branle un changement via la circulation de l'information. Donc ça, c'est la situation qui était très largement majoritaire jusqu'au début des années 2000, qui était déjà très problématique, et vient s'interposer entre les médias traditionnels et nous un second filtre de l'information, en la personne des médias sociaux. Donc vous connaissez évidemment toutes et tous les médias sociaux, YouTube, TikTok, Instagram, Snapchat, tout ça. Ils ont des fonctionnalités et des apparences distinctes, quoique de moins en moins. On assiste un peu à une guerre des clones de ces médias sociaux. Mais ils ont exactement le même modèle économique qui repose à construire une gigantesque base d'utilisateurs, qui compte plusieurs centaines de millions, voire plusieurs milliards de personnes, et à capter leur attention pour convertir cette attention en revenus publicitaires. Donc ça veut dire que les entreprises qui ont les plus importantes capitalisations boursières de la planète aujourd'hui, elles sont en compétition pour extraire une ressource rare et limitée, bien qu'immatérielle, qui est notre temps d'attention, on peut aussi dire notre temps de cerveau disponible. Si on prend par exemple Alphabet, 80% de ses revenus sont d'origine publicitaire. Si on prend Facebook, c'est à peu près 98%, enfin Meta, 98%. La plupart des réseaux sociaux, c'est entre 95% et 100%. Et donc ces plateformes sont en compétition pour extraire notre temps d'attention. Et alors évidemment, l'économie, c'est ce qu'on appelle l'économie de l'attention. Ce n'est pas un phénomène totalement nouveau. On peut se rappeler de la phrase du patron de TF1 qui disait « on vend à Coca-Cola du temps de cerveau disponible ». Mais ce qui est vraiment nouveau, c'est l'extraordinaire capacité de ces plateformes à extraire notre temps d'attention, notamment grâce à des technologies et à leur intime connaissance de qui nous sommes, mais aussi grâce à l'emploi d'intelligence artificielle, pour générer des recommandations addictives et adaptées à chacun d'entre nous. Donc, pour prendre un seul exemple, sur YouTube, l'humanité regarde en cumulé tous les jours l'équivalent de 120 000 ans de vidéos. Donc on commence à comprendre, évidemment, mais vous n'êtes évidemment pas étranger à toutes ces questions, l'immense pouvoir arbitraire d'un algorithme détenu par un intérêt privé pour orienter et mettre à jour les opinions de toute la population, disons d'une moitié de l'humanité, sur toute une gamme de sujets. Sur TikTok, qui était totalement inexistant il y a à peu près 5 ans et presque inexistant il y a 2 ans dans les pays occidentaux, TikTok est devenu l'application la plus populaire chez les jeunes et en passe de le devenir d'une manière générale. C'était l'application la plus téléchargée au monde en 2022. Et là, c'est quasiment 100% des contenus qui sont le fruit d'une recommandation algorithmique pour un total de vues de vidéos cumulées qui équivaut à nouveau à 100 000 ans par jour à l'échelle de l'humanité. Alors, on peut évidemment se demander quel est le problème de s'en remettre à un algorithme de recommandation pour choisir ce qui doit retenir notre attention, puisqu'on navigue tous dans un océan de contenu auquel l'humanité n'a jamais fait face, tous noyés dans cet océan d'informations, et ce serait extrêmement difficile de sélectionner par nous-mêmes ce qui mérite notre attention. Et finalement, je pense que vous et moi, quand on se rend sur la homepage de YouTube, on est très satisfait des recommandations qui sont faites, ou en tout cas on a envie de regarder la totalité des vidéos, et on peut y passer des heures et des heures en étant très satisfait du temps qu'on y passe. Alors, le premier problème, c'est qu'il y a un écart très important entre ce qui retient notre attention et ce qui devrait susciter notre intention à long terme. Un exemple vraiment banal, c'est si vous êtes sur l'autoroute, vous passez à côté d'un accident de la route, cet accident de la route va immédiatement retenir votre attention, et de ça, un algorithme de recommandation déduirait que vous adorez regarder les accidents de la route et vous en recommanderez tous les kilomètres. Et c'est à peu près, de façon caricaturée, ce qui se passe sur les réseaux sociaux. On est tous attirés par ce qu'on pourrait appeler des sucreries cognitives, c'est-à-dire des contenus informationnels qui, dans notre passé évolutif, nous auraient procuré un avantage vis-à-vis de la reproduction, de l'évitement d'un danger immédiat, une image de nourriture, enfin tout ce qui aurait pu nous attirer dans le passé évolutif. On peut faire un parallèle avec la consommation de sucre, d'ailleurs. On peut dire que l'obésité est le fait d'individus qui n'arrivent pas à se contrôler et qui mangent du sucre, mais on peut aussi se dire il y a des entreprises qui aujourd'hui savent exploiter et renforcer le penchant inné pour le sucre que tous les humains ont dès la naissance, et ça crée les conditions favorables de la plus grande pandémie mondiale, celle de l'obésité qui touche 800 millions de personnes. Aujourd'hui, on est collectivement infobèses. Et là, c'est un problème qui se pose non seulement à l'échelle individuelle, mais
surtout à l'échelle collective. Donc le problème à l'échelle individuelle, il est très bien connu, et on a tendance à beaucoup se questionner sur l'échelle individuelle, à vouloir avoir une hygiène numérique parfaite, éventuellement à se désinscrire des réseaux sociaux les plus chronophages. Et effectivement, le caractère addictif des réseaux sociaux, c'est dans leur ADN. C'est pas du tout un dégât collatéral ou un effet indésirable, c'est l'objectif premier de ces plateformes, la maximisation de l'engagement et du temps passé. Il y a une phrase qui est connue, par exemple, c'est du patron de Reed Hastings qui a dit devant ses actionnaires il nous reste qu'un seul concurrent, c'est le sommeil, et nous sommes en train de gagner. Donc il y a une volonté délibérée de ces plateformes de s'approprier nos temps de cerveau, y compris en luttant contre nos besoins physiologiques les plus primaires. Donc ça, c'est tous les problèmes qui se situent à l'échelle individuelle et qui commencent à être relativement bien pris en main et compris, y compris par le législateur. Donc il y a eu par exemple un projet de loi sur la majorité numérique qui a été voté. Dans d'autres pays du monde, on restreint le temps d'utilisation aux médias sociaux. Et j'ai l'impression que les parents, même s'ils s'avèrent très vulnérables pour empêcher leurs enfants d'accéder aux réseaux sociaux, ils ont bien compris l'effet délétère de ces plateformes sur les enfants. Alors peut-être pas encore de l'ampleur de cet effet, parce qu'il est vraiment absolument considérable. Ça commence à faire l'objet d'un robuste consensus scientifique. Il y a un livre d'un chercheur en neurosciences et directeur de recherche à l'INSERM qui s'appelle « La fabrique du crétin digital » et qui montre l'ampleur des dégâts gravissimes notamment des écrans lorsque les plus jeunes enfants sont exposés à des écrans à raison de plusieurs heures par jour. Mais ce sujet, disons, commence à être assez bien circonscrit, et puis voilà, on arrive à faire des parallèles assez évidents avec des phénomènes d'addiction, donc il n'est pas étonnant que quelque chose d'addictif génère des effets indésirables, c'est le cas d'absolument tous les phénomènes d'addiction. Ce qui est nettement plus problématique encore, c'est tout ce qui se situe à l'échelle collective. Alors, il y a des effets qui sont à nouveau assez bien connus et qui ont été débattus dans plusieurs documentaires ou livres, notamment le phénomène de la bulle informationnelle, dont vous êtes probablement tous familiers. À nouveau, c'est un phénomène qui préexiste aux médias sociaux. C'est le fait qu'on a tous tendance à préférer chercher et consulter des informations qui confirment ce qu'on croit déjà sur un sujet donné. Donc, typiquement, si on est pro-police et qu'il y a des manifestations qui tournent mal, on va voir exclusivement des vidéos de Black Bloc qui s'en prennent gratuitement aux flics. Et si on est complètement anti-flic, on va voir que des vidéos de violence policière. Et donc, ce n'est pas un problème de fake news à proprement parler, puisque ça peut très bien constituer deux portions de la réalité, et c'est même très probable dans un monde assez complexe que les deux cohabitent et coexistent, mais on va accéder qu'à une minuscule partie de cette réalité, uniquement dans le sens de la confirmation de ce qu'on croit déjà. Mais là où c'est encore plus problématique, c'est que les médias sociaux ne se contentent pas de nous enfermer donc, dans ce microcosme numérique, ils nous attirent progressivement vers des sujets sur lesquels on a le plus de chances de développer un angle de vue radical, puisque c'est finalement cette radicalité qui va être un gage du temps qu'on va passer sur ces plateformes à nous repaître de contenus de plus en plus radicaux et à nous insurger contre le camp d'en face. Donc les plateformes opèrent à l'échelle de la société une radicalisation politique. Notamment, elles sont très favorables, on peut le voir avec des outils d'analyse comme CrowdTangle sur les médias sociaux, elles ont très nettement favorisé les partis d'extrême droite dans la plupart des pays occidentaux. Donc ça, c'est un effet qu'on commence à bien connaître. Le deuxième grand effet, c'est évidemment celui de la désinformation. Comme ce qui est faux a tendance à davantage nous étonner et que ce qui nous étonne suscite davantage notre attention instantanée, eh bien, le faux se propage beaucoup plus vite que le vrai sur les médias sociaux, malgré tous les efforts qu'ils mettent sur la modération du contenu. Le problème, c'est qu'ils mettent ces efforts en place a posteriori, c'est-à-dire après une promotion massive des contenus faux parce qu'ils retiennent l'attention, ils essayent de faire un filtre a posteriori, ce qui marche relativement mal. Donc une statistique fréquemment citée, c'est celle de chercheurs de MIT qui ont montré qu'un tweet contenant la désinformation plus récente sur un sujet donné se propageait en moyenne 6 fois plus vite qu'un tweet factuel vérifié sourcé. Donc on peut imaginer le genre d'effet qui en résulte à l'échelle collective. C'est ce type de phénomène qui a donné par exemple naissance à la théorie QAnon et qui lui a fait atteindre une ampleur absolument folle. Alors la théorie QAnon, on n'est pas forcément hyper familier en France, même si c'est un sujet important, mais aux États-Unis, ça concernait un électeur républicain sur 3 qui y adhérait. La thèse centrale du mouvement QAnon, c'était que les démocrates élevaient des bébés dans leur cave pour boire leur sang et atteindre la vie éternelle. Et on parle d'un tiers de l'électorat républicain qui a adhéré à cette thèse aux États-Unis, et ça a notamment participé à l'insurrection qui a eu lieu au Capitole. Donc il y a une désinformation qui est à nouveau pas juste un phénomène aux marges des réseaux sociaux, mais qui est absolument
centrale aujourd'hui dans leur modèle de profil. Et puis, il y a évidemment des sujets d'ampleur politique. On peut dire, par exemple, qu'à l'élection présidentielle américaine de 2016, c'est YouTube qui a fait élire Donald Trump. C'est quelque chose qu'on n'entend pas très souvent, mais pourtant, ça a fait l'objet d'assez nombreuses recherches, notamment une enquête très bien faite du journal The Guardian. On entend toujours le rôle de Cambridge Analytica ou de l'ingérence russe, mais on regarde moins simplement ce qui s'est passé du point de vue des recommandations organiques produites par les algorithmes des plateformes sociales. L'élection américaine de 2016 s'est jouée à 60 000 voix près, réparties sur 3 États balance. Or, il y a 150 millions d'utilisateurs réguliers de YouTube aux États-Unis. C'est-à-dire qu'un tout petit billet de l'algorithme aurait suffi à favoriser l'un ou l'autre des deux candidats. Et en l'occurrence, le billet n'était pas petit, il était absolument massif et systématique, favorable à Donald Trump. À peu près 80% des vidéos recommandées par l'algorithme de YouTube, on ne parle pas des recherches, tout ça, vraiment les vidéos qui apparaissent dans la barre de recommandation de YouTube, étaient favorables au camp de Donald Trump. Alors à nouveau pas parce qu'il y a un groupe de conspirateurs diaboliques à la tête de YouTube ou Google, mais uniquement parce que l'algorithme accorde plus de visibilité à ce qui est outrancier, à ce qui est faux, à ce qui est diffamatoire, à ce qui est violent, et Donald Trump avait accès à la totalité de la stratégie présidentielle sur ces tactiques. La différence de quoi, par exemple, Barack Obama en 2012 avait dit je vais axer toute ma stratégie présidentielle sur de la proposition et jamais critiquer mes adversaires parce que je juge ça plus intelligent politiquement, je trouve ça disons, plus beau politiquement. Et Donald Trump a très bien compris, son équipe de communication a très bien compris que c'était beaucoup plus efficace de faire l'inverse dans le paysage informationnel qui prévalait, c'est-à-dire ne faire que critiquer ses adversaires et le faire avec violence et en utilisant de la diffamation. Donc ça a extrêmement bien marché, il a été élu. Les conséquences des médias sociaux ne se payent pas uniquement en emmerdement virtuel, mais aussi en vie humaine. Alors là, c'est peut-être le drame humain le plus catastrophique qui est directement attribuable au moins en partie à Facebook, c'est l'histoire des Rohingyas en Birmanie. Donc c'est une communauté birmane qui est d'origine, de confession musulmane, qui est une communauté minoritaire et qui fait l'objet de nombreuses discriminations depuis des décennies. Mais la Birmanie était très fermée à l'international jusqu'aux années 2010, et quand elle s'est ouverte à l'étranger, au tournant des années 2010, Internet a débarqué, et notamment Facebook a débarqué. C'était quasiment l'unique mode d'accès à Internet de la grande majorité de la population. Il y avait une confusion d'ailleurs, comme c'est le cas dans plusieurs autres pays, entre ce qui est Internet et ce qui est Facebook, parce que Facebook est une application native sur certains téléphones distribués par des opérateurs. Et on accède à Internet via Facebook. Et on croit que Facebook et Internet est réciproquement. Et donc, les Birmans ont utilisé Facebook massivement pour communiquer, s'informer, tout ça. La désinformation a fait un travail gigantesque. Facebook a alloué beaucoup moins de moyens à la modération d'un Facebook birman par habitant qu'aux États-Unis, par exemple. Et il s'est produit une explosion de la désinformation à l'encontre de la communauté Rohingya, qui était systématiquement accusée de violence, de viol et tout ça. Et ça a découlé en ce que l'ONU a qualifié d'un nettoyage ethnique, un génocide avec la mort de plusieurs dizaines de milliers de personnes, impliquant l'armée birmane, et l'exode de plus d'1 million de Birmans, Rohingyas, au Bangladesh, pays voisin. Donc un drame humain absolu dont Facebook se serait rendu au moins partiellement responsable à cause de l'absence de modération, mais surtout à cause de l'amplification systématique du faux sur sa plateforme. Alors, il y a un procès qui est en cours, Amnesty International qui a fait une enquête, et puis il y a un cabinet d'avocats britanniques qui aide des Rohingyas à porter plainte contre Facebook et à exiger des dommages et intérêts pour le drame humain dont Facebook se serait en partie donné responsable. Évidemment, Facebook dénie toute responsabilité dans ce phénomène et invoque l'absence de responsabilité éditoriale, qui est une des grandes stratégies des plateformes depuis longtemps, des plateformes américaines. Il se cache derrière le Communication Decency Act et la section 230 de ce règlement américain, qui dit que, en gros, les plateformes n'ont aucune responsabilité éditoriale sur ce qu'elles publient. L'émetteur premier de la désinformation serait responsable et point barre, pas la plateforme elle-même. Évidemment, ça pose problème quand on sait que émettre de la désinformation n'a quasiment aucune conséquence sur le fait tout seul dans son coin. Par contre, émettre de la désinformation quand c'est amplifié auprès de plusieurs millions de personnes, c'est là que la désinformation acquiert tout son caractère délétère et dangereux. Et une dernière conséquence du problème des médias sociaux à l'échelle collective, c'est peut-être le détournement de l'attention, et je pense que c'est le phénomène le moins connu et mis en exergue.
au-delà des bulles informationnelles, de la désinformation et tout ça, qui sont des phénomènes que je creuse en détail dans mon livre. La question du détournement de l'attention est peut-être encore plus fondamentale. Elle consiste tout simplement à dire que les réseaux sociaux, par l'usage et l'extraction du temps de cerveau dont ils se rendent quotidiennement coupables, nous détournent de sujets absolument essentiels auxquels on devrait accorder tout notre intérêt. Ce qui m'a motivé notamment à écrire ce livre, c'est la question climatique et écologique, puisque je considère qu'elle est extrêmement mal traitée dans les médias dominants. Et bien qu'on ait l'impression qu'elle commence à être de plus en plus visible, c'est souvent très mal. Elle est souvent très très mal traitée. Et de ce point de vue-là, il y a quelque chose d'intéressant qui a été fait par le Bulletin of the Atomic Scientists, qui est une communauté de scientifiques qui était principalement des physiciens, originellement impliqués dans le projet Manhattan, donc celui qui a mené à la construction de la bombe atomique. Et quand ils se sont rendus compte de l'extrême danger que contenait cette technologie pour l'humanité, ils ont créé donc, cette société de scientifiques pour s'interroger sur les menaces existentielles pour l'humanité. Et ce qui est intéressant, c'est que donc, pour l'instant, ils concentraient leur réflexion sur l'arme atomique, et donc au traité de dénucléarisation et tout ça, puis sur le changement climatique, qui s'était invité au rang de menace existentielle pour l'humanité. Et en 2022, ils ont ajouté une nouvelle menace qui est un paysage de l'information corrompu, empêchant toute prise de décision rationnelle. Donc ils reconnaissent dans ce paysage informationnel, celui qui prévaut au XXIe siècle, une menace à part entière pour la rationalité et pour des décisions collectives intelligentes. Et je pense qu'en effet, c'est là que réside un des plus graves dangers en lien avec les médias sociaux aujourd'hui. Je vais parler, bien sûr, évoquer le sujet des solutions inévitables. Alors, comme j'ai dit, on a souvent le réflexe de dire la situation est catastrophique, rien qu'à l'échelle individuelle, j'ai envie de m'en protéger, et on se dit il faut que je me déconnecte des médias sociaux, mais on fait face à une conclusion évidente quand on fait ça, c'est que même si on adopte une hygiène informationnelle et numérique parfaite, on ne se protège pas du tout de l'effet des médias sociaux à l'échelle collective. On ne se protège pas du dévoiement des élections, de la polarisation de la société, de la désinformation de masse et tout ça. Tout ça continue d'avoir lieu, mais simplement on n'en est plus spectateur, donc c'est peut-être encore pire. Par ailleurs, si vous avez des enfants et que vous leur demandez de quitter Instagram, Snapchat et TikTok, c'est comme si vous leur demandiez de se couper de toute vie sociale. Aujourd'hui, ce sont effectivement devenus des places publiques numériques, et s'en couper revient à un sacrifice terrible socialement, notamment quand on est adolescent. Une deuxième réaction, c'est de se dire, on va faire des nouvelles technologies, on va faire des réseaux sociaux alternatifs. Moi-même, j'ai une formation d'ingénieur. Il y a Mark Twain qui avait dit To a man with a hammer, every problem looks like a nail. Ça veut dire, pour n'importe quel homme muni d'un marteau, tout problème ressemble à un clou. Et quand on est ingénieur, on se dit il y a un problème, il faut une solution, et cette solution, souvent, c'est une nouvelle application. Et aujourd'hui, le problème est qu'une application, la plupart des réseaux sociaux ont des alternatives qui fonctionnent très bien, mais ces alternatives ne sont pas conçues pour être concurrentielles dans la guerre de l'attention. Ce ne sont pas des machines à extraire l'attention. Donc elles sont vouées à rester marginales dans un paysage extrêmement concurrentiel. C'est-à-dire que tant qu'il n'y a pas des règles du jeu qui s'imposent à l'ensemble des acteurs qui participent à cette économie de l'attention, eh bien, les alternatives souhaitables sont vouées à rester aux marges du système. Donc, j'ai une proposition qui n'est pas originale et qui est soutenue par évidemment beaucoup de personnalités politiques, qui est d'en passer par la loi, puisque c'est la seule façon dont on résout des problèmes relevant de la théorie des jeux, quand on n'a pas intérêt à agir individuellement, mais qu'on a intérêt à agir notamment collectivement. Donc, en matière de loi, pour résumer la situation, il y a deux grandes façons dont les puissances publiques réagissent face aux médias sociaux. Il y a celle que je viens de décrire, celle des puissances publiques occidentales, qui, grosso modo, sont un peu à genoux devant les médias sociaux, qui leur sont de plus en plus nécessaires pour parvenir, y compris démocratiquement, au pouvoir. Et il y a le cas, beaucoup moins connu en Occident du moins, de la Chine, où tous les médias sociaux occidentaux sont bannis. La Chine qui est également là où sont développées des applications comme TikTok, qu'elle développe et qu'elle met en ligne, qu'elle met en service en Occident, mais qu'elle proscrit à l'intérieur de ses frontières, et qui met en service des alternatives à TikTok comme Douyin. Alors, Douyin, c'est un média social qui est limité à 45 minutes d'utilisation quotidienne, qui est fermé entre 22h le soir et 6h le matin, et sur lequel il y a essentiellement des contenus pédagogiques à caractère scientifique et évidemment de la propagande pro-parti communiste.
Donc on serait tenté de se dire, bon, c'est exclusivement de la propagande, c'est terrible, mais il faut reconnaître au Parti communiste chinois un certain pragmatisme dans la façon dont elle fait face à cette économie extractiviste. Ça résulte, enfin, ça a des conséquences très claires. Si vous posez la question à un enfant américain, quel est le métier que tu as le plus envie de faire quand tu seras grand, la première réponse qu'il vous donne, c'est influenceur, au Royaume-Uni également. Si vous posez la même question à un enfant chinois, il va vous répondre scientifique. Deuxième réponse, astronaute. Donc, il y a deux différences majeures dans les représentations du monde qui émergent dans la population chinoise et américaine. Et puis ça a aussi des conséquences en termes politiques. C'est-à-dire que la confiance dans nos institutions et dans nos gouvernants s'érode dans tous les pays européens depuis des décennies, alors qu'en Chine, elle ne fait que progresser. Si vous faites des sondages, alors évidemment, vous pouvez douter de la fiabilité de sondages conduits en Chine, mais en général, ils sont créés, y compris par des instituts de sondage occidentaux, et vous voyez que, d'ailleurs, ça reflète assez bien ce qu'on voit dans les documentaires et l'idée qu'on peut se faire d'un pays qui a connu, disons, un progrès absolument considérable des richesses, tout ça. Les Chinois sont en général extrêmement favorables à leurs représentants politiques. Donc, aucune de ces deux voies ne semble évidemment souhaitable. Je pense qu'il serait essentiel de s'atteler à la construction d'une troisième voie qui serait un contrôle beaucoup plus décentralisé et démocratique des règles qui président à la propagation de l'information. Donc le but, ce ne serait pas d'exercer une censure ou une propagande pure et simple en choisissant quelle information a le droit d'être promue ou non. D'ailleurs, l'idée même de modération arrive systématiquement après la bataille. Le problème, c'est la règle de promotion. C'est quels sont les contenus massivement recommandés au détriment de quels autres. C'est ces règles-là sur lesquelles il faut travailler. Alors il y a plusieurs projets de recherche passionnants encore là-dessus, notamment le projet Tournesol, dont je t'ai parlé. Et puis il y a aussi une application que tu es en train de développer qui me semble très intéressante à cet égard. Voilà. Et pour conclure aussi sur cette idée de... Alors souvent on prend le cas chinois comme étant un exemple évident de parti qui exerce un contrôle très sévère sur les flux d'informations. On se dit mais on ne voudra jamais de cette propagande. Mais on se préoccupe nettement moins du cas de censure qu'on subit actuellement, où en fait un individu unique peut décider seul dans son coin de modifier du jour au lendemain les règles de diffusion de l'information. C'est pas une façon de parler, c'est ce que fait Mark Zuckerberg, qui est l'actionnaire encore majoritaire de Meta. Ça veut dire que tout seul, unilatéralement, il peut décider de changer les règles de diffusion de l'information sur Facebook. Typiquement, il a décidé d'invisibiliser massivement le contenu à caractère politique, puisqu'il était la cible de critiques, justement sur le fait qu'il avait laissé prospérer l'extrême droite dans plusieurs pays. Donc il a dit, bon, bah, qu'à cela ne tienne, je supprime le contenu politique, et si l'indice de visibilité des contenus politiques c'était 10 il y a 2 ans, aujourd'hui c'est 1. C'était divisé à peu près par 10, quoi. Et ça, c'est Mark Zuckerberg tout seul qui choisit dans son coin d'abaisser la visibilité de la politique pour 3 milliards d'utilisateurs sur Terre. Donc en fait, ces plateformes sont des régimes autoritaires avec des autocrates à leur tête, mais sous prétexte que ce sont des entreprises privées, on leur laisse faire tout et n'importe quoi. Donc, je pense qu'il est absolument urgent que, du point de vue démocratique, on cesse de s'en remettre à leur responsabilité pour choisir ce qui nous convient à tous démocratiquement. Et voilà, je fais plusieurs propositions un peu plus détaillées sur ce qu'on peut faire à l'échelle européenne dans mon livre. Voilà, merci beaucoup. Donc, je suis Bertrand, je suis le cofondateur de Be My Media. On est une entreprise à mission qui travaille sur cette question de la problématique de l'éducation aux médias et à l'information, qui rejoint en fait du coup vraiment la thématique qu'Arthur a présentée. Et depuis 2019, on réfléchit sur justement comment on peut essayer de contribuer dans la société à résoudre des enjeux, notamment autour de la pratique de l'information. En 2019, c'était déjà très présent. En fait, la désinformation, on a parlé de l'élection de Donald Trump, il y a le Brexit aussi qui s'est joué à peu près dans ces mêmes temps et qui a été extrêmement manipulé et en tout cas joué au niveau des plateformes sociales. Et en fait, notre conception chez Be My Media et le parti pris qu'on a, c'est de replacer au cœur du débat démocratique la place des médias. Qui pour nous justement sont censés faire un contre-pouvoir ou en tout cas avoir une diversité d'opinions qui permet de développer le libre arbitre des citoyens et des individus. La problématique, comme Arthur l'a dit, c'est que le temps d'attention est massivement capté par les réseaux sociaux aujourd'hui
Sur les 15-25 ans, TikTok, c'est 95 minutes par jour en France. 19,4% des contenus sur TikTok contiennent des allégations fausses ou trompeuses. Donc ça étaye vraiment voilà, les chiffres qu'Arthur a pu donner aussi auparavant. Et en fait, pour nous, ça relève vraiment d'une question d'éducation. Et l'éducation aux médias et à l'information est quelque chose qui est profondément inégalitaire dans la société. C'est-à-dire que si on prend d'un point de vue mondial, la Chine, en effet, va avoir une politique de contrôle de l'information avec peu d'accès à de la liberté d'opinion. Alors, c'est en effet nuançable et Arthur l'a présenté de manière intéressante. Et d'autre part, on est dans des sociétés où, en France, par exemple, on a plus de 1250 médias qui existent et qui sont censés faire vivre le débat démocratique et le pluralisme des opinions. Ils sont certes contrôlés par une grande partie de grandes fortunes qui sont à la direction d'environ 80% des contenus qui sont produits. Et en fait, dans cette catégorie des médias traditionnels, on va différencier deux parties. Il y a les médias presse d'information générale et médias audiovisuels traditionnels qui ont ce contrôle. Et il y a aussi la famille des médias indépendants en ligne. Et le média indépendant en ligne le plus connu, c'est Mediapart notamment, qui a fondé le SPIL, le syndicat de la presse indépendante en ligne. Et en fait, il y a une grande diversité autour des médias indépendants en ligne aussi qui existent et qui est une alternative au débat démocratique, ou en tout cas un pendant des médias traditionnels. Dans ce contexte aussi, on a une production de contenu et d'informations très large avec les contenus institutionnels et les contenus professionnels des universitaires qui peuvent s'exprimer à travers des revues scientifiques ou des moyens des plateformes comme The Conversation ou ce type de médias qui vont permettre d'accéder à de la vraie pluralité de sources, enfin de modes d'expression. Et en fait, pour nous, le but, c'est de dire, en fait, face à l'inégalité des compétences informationnelles, puisque si on a d'un côté des personnes qui sont les plus favorisées, qui vont avoir accès à une culture, à des familles qui sont très éduquées, qui vont faire vivre ce débat-là, qui vont avoir dès le plus jeune âge un débat avec des parents qui sont soucieux de cette éducation, et de l'autre côté des jeunes qui sont plus livrés à eux-mêmes face à leur pratique informationnelle, eh bien le rôle aussi dans la société, c'est de développer l'éducation. On a un système éducatif en France qui est assez... on a la chance d'avoir des écoles et des universités qui nous permettent d'accéder à l'éducation. Et en fait, dans les programmes, notre vision chez Be My Media, c'est de pouvoir contribuer à justement développer les compétences informationnelles. Au niveau en fait, de l'éducation nationale, ça prend la place de l'éducation aux médias et à l'information, qui est aujourd'hui une éducation à et pas un enseignement. On enseigne le français, on enseigne les mathématiques et on n'a pas d'enseignement à la pensée critique des médias et du débat de l'information. C'est une éducation, donc c'est quelque chose qui passe au second plan et c'est souvent des profs de français, d'histoire géo qui vont rajouter ces éléments-là dans la prise en compte globale de leur cours. Quand on va dans l'enseignement supérieur, on va retrouver les compétences informationnelles dans différentes formations, alors que ce soit dans le tertiaire, dans différents secteurs. On va retrouver généralement dans les niveaux bac à bac plus 3 les cours d'expression-communication où cette notion de l'éducation aux médias et à l'information est présente. Et en fait, pour nous, on réfléchit vraiment à comment on peut structurer et aider les établissements, les enseignants, à contribuer à l'éducation aux médias et à l'information face à cette problématique-là, notamment en renforçant la structuration des compétences des citoyens pour contribuer en tout cas à cette problématique de société. On a travaillé avec des laboratoires de recherche, on travaille avec plusieurs établissements universitaires, dont l'université de Lyon, Lyon 2, qui a un laboratoire en sciences de l'information. Et on a structuré en fait un programme pédagogique avec 100 règles de base pour justement développer nos compétences informationnelles. Une des premières choses qui nous a choqué quand on a commencé à travailler en 2019, avant de venir voir l'UNADI, qui avait maquetté la première version de Be My Media, on avait un chiffre que 64% des lycéens qui obtiennent le bac ne savent pas identifier un fait d'une opinion dans un article de presse. Et du coup, quand on part de ça, il faut redescendre aux compétences les plus basiques, c'est-à-dire
réexpliquer dans la société ce qu'est le journaliste, quelle est la vocation du média dans l'animation du débat démocratique, c'est-à-dire la pluralité des sources, comment les médias sont un contre-pouvoir aussi, avec parfois le fait de dénoncer des travers de la société, de faire émerger des vérités, de faire sortir des enquêtes. Il y a de très grands travaux d'investigation qui sont menés par des consensus de journalistes au niveau mondial. On entend tous parler des papers qui peuvent sortir de temps en temps. Et en fait, pour nous, la place des médias, c'est vraiment ça, c'est-à-dire que c'est un contre-pouvoir et qu'il faut l'enseigner, il faut développer ces pratiques informationnelles. Voilà, donc concrètement, pour parler un petit peu d'une des solutions qui est envisageable dans la société, il y a ce prisme de l'éducation aux médias à l'information qui nous semble bénéfique. Et du coup, la pratique de l'information à travers les médias traditionnels nous semble très importante pour quand même justement développer cet esprit critique. Les mathématiques, on a appris à faire des additions, à faire des soustractions, on les a répétées maintes et maintes fois. Et bien, la pratique de l'information, c'est pareil, il faut lire, il faut comparer, il faut être exposé à différentes lignes éditoriales pour pouvoir développer son esprit critique. Et une des choses que l'on peut faire, notamment avec la technologie, c'est de proposer sur différents articles, différents points de vue. On peut réfléchir justement aux problématiques dans la taille d'un smartphone, comment on va afficher des contenus, comment les règles algorithmiques qui vont faire émerger ces différentes sources d'informations peuvent être en tout cas le moins biaisées possible. On essaye de travailler sur ces axes-là et c'est très difficile en effet de le faire. Et notre vision, c'est d'apporter ça au plus grand nombre par le moyen de l'éducation en proposant des solutions à la fois technologiques avec des applications pédagogiques, à la fois aussi par de la prise de conscience de ces enjeux, puisque ici, on est dans une discussion et vous allez tous sortir avec ce recul-là, mais on essaye de provoquer cette prise de conscience, notamment à travers un jeu qu'on a développé qui est la fresque de l'information, qui est un système comme la fresque du climat, que certains d'entre vous connaissent peut-être, pour faire prendre conscience des thématiques de société. Et en fait, une des visions, c'est aussi que les entreprises peuvent contribuer et les entreprises technologiques peuvent contribuer à de nouvelles façons de proposer des solutions qui sont émergentes face aux problématiques algorithmiques proposées par les réseaux sociaux. Voilà pour une illustration de cas face aux problématiques algorithmiques. Merci. La question que je me pose, c'est est-ce que finalement le jeu il n'est pas biaisé dès le départ, dans le sens où on est sur des outils super addictifs, on va presque les assimiler à des drogues, ce qui fait que le côté jugement pragmatique, etc., il disparaît quand même autour de ça. Et le doute que j'ai, c'est que même en passant par l'éducation qui va forcément apporter des vraies plus-values par rapport à ça, est-ce qu'à un moment donné, c'est pas ça qui peut l'emporter, quoi qu'il en soit, même en toute connaissance de cause, on sait que se droguer va nous foutre la vie en l'air, n'empêche qu'on y va. C'est un peu là-dessus où j'ai du mal à saisir dans les solutions que vous avancez, finalement, comment lutter contre cet aspect-là, autant lutter contre les effets, etc., je vois très bien, mais ce côté addictif qui est au cœur même de la conception de ces outils-là, me semble en tout cas compliqué à résoudre avec les solutions que vous évoquiez. Ouais, je souscris complètement à cette opinion. Je pense que c'est essentiel de s'en remettre à des solutions individuelles, mais que ces solutions individuelles ne marcheront que s'il y a des solutions, disons, coercitives qui s'imposent aux gens du numérique et disons, qui forment les nouvelles règles du jeu pour accéder à ce temps d'attention. Et bien souvent, on se remet à des solutions individuelles. C'est ces solutions individuelles qui dominent dans le débat public, précisément parce que ce sont celles qui remettent le moins en cause le statu quo. Simplement, on est dans un environnement qui nous rend addicts. Et à ce moment-là, on peut dire qu'est-ce qui se passerait si en effet l'héroïne était rendue légale? Sans aucun doute, il y aurait des hordes de gens addicts à l'héroïne dans l'espace public, et c'est pour ça qu'on dit que l'homme est fait pour être addict à l'héroïne. Donc simplement, il y a aujourd'hui un environnement radicalement différent de celui dans lequel on a évolué, qui favorise et qui exploite des penchants addictifs, notamment en la matière d'information aujourd'hui. Donc les solutions d'alternatives sont essentielles. Et je pense que quand on a un certain jugement critique sur la situation, on peut tout à fait
s'abstenir de toucher à des drogues, et on peut également s'abstenir de toucher à des réseaux sociaux. Par contre, comme j'ai dit, je ne pense pas qu'on résolve le problème à l'échelle collective, puisque la grande majorité des gens resteront non éduqués à ces questions et seront vulnérables face à, disons, cette pente de moindre résistance qui nous emmène vers le pied, vers le nivellement par le bas. Donc, à l'échelle de l'Europe, qu'est-ce qu'on pourrait faire concrètement? Par exemple, attaquer le moteur, le modèle économique de ces plateformes qui est les publicités ciblées. Ça peut paraître un chantier gigantesque et inattaquable puisque l'économie du web repose en grande partie sur la publicité, mais c'est quand même, ça a été défendu par une commissaire européenne à la concurrence, Margrethe Vestager. Elle dit il faut interdire la publicité ciblée, interdire en tout cas les plateformes d'utiliser ce modèle économique et les obliger à passer par un modèle par abonnement. Et alors on se dit c'est impossible, ça coûterait trop cher et tout ça, mais le plus fou c'est que par exemple si on demandait à Google de se passer totalement des revenus publicitaires, ça reviendrait à quelques, je crois que j'ai fait le calcul, c'était 10 puissance moins 5 centimes par requête Google, ça revient à rien du tout, c'est gratuit le requête Google, mais simplement multiplié par les milliards de requêtes qu'on fait quotidiennement sur ces plateformes, ça apporte des profits gigantesques. De la même façon, si on calcule le prix de revient d'un réseau social pour une entreprise comme Meta, donc le coût de Insta, ça coûterait par exemple 3 € par mois. Donc c'est des montants qui sont largement abordables. Simplement, il y a une compétition pour rendre les outils gratuits, puisque dès lors on sait que le coût c'est un no-go pour toutes les applications, ça les rend, aucune application en fait ne peut atteindre un certain seuil de popularité en étant payante. Donc il faut en fait obliger légalement à changer de modèle, et ça permet de radicalement transformer les règles du jeu qui s'imposent à ces plateformes, et elles pourront après aller chercher pas seulement à exploiter nos failles psychologiques et cognitives, mais aussi à favoriser un paysage de l'information favorable à notre intérêt, par exemple. Alors, du coup, il y a quelque chose qui monte maintenant dans le paysage, c'est ce qu'on appelle le tiers de confiance, qui existait à une certaine époque et qui était là est la vérité. La vérité scientifique, on l'a par exemple vu avec le GIEC, il a fallu 20 ans pour pouvoir imposer un rapport qui maintenant est inattaquable. Au fur et à mesure, toutes les failles où les gens qui avaient intérêt à ce que ça ne change pas, pour l'attaquer, on ne peut plus maintenant, c'est plus possible. Et bien, c'est exactement ça qu'on a actuellement sur tous les contenus qui arrivent. En fait, la viralité de ce qui est vrai est beaucoup plus faible parce qu'on n'a pas le tiers de confiance et l'algorithme lui-même va s'occuper d'abord de l'attention et pas de la vérité, mais si on rétablissait un certain équilibre sur c'est la vérité d'abord qui est importante, on ne parle pas du divertissement parce qu'il y a des contenus qui sont de différents sujets. Le divertissement, c'est OK si tu as envie de t'amuser pendant quelques temps sur TikTok, il n'y a pas de problème. Mais il nous manque ce tiers de confiance. Où peut-il être? C'est une partie de la réponse. Merci Alex pour... nous, chez Be My Media, on considère quand même que un des travaux des journalistes, c'est la vérification des faits. Justement, il y a une charte, la charte de Munich, qui est la déontologie par rapport au contrôle de l'information. Donc si en effet on élude la question du divertissement, où les plateformes sont principalement utilisées comme un vecteur de divertissement plus qu'un vecteur d'information, 95% des personnes quand ils sont sur un réseau social considèrent être dans une pratique divertissante et pas du tout dans une considération de réelle pratique de l'information. Donc quand on fait ce basculement vers la pratique de l'information, justement le rôle des médias dans la recherche du traitement du fait et après de l'interprétation via des opinions nous semble en tout cas un axe à prendre en compte, et que si on fait un parallèle historique, en fait les médias sont censés animer le débat démocratique en ayant une pluralité d'opinions pour laisser chaque citoyen libre de se faire sa propre opinion à partir d'un panel d'idées, tout en relatant quand même des faits, puisqu'une information, c'est un fait mis en contexte par un professionnel, et ce professionnel, à notre sens, est censé être quelqu'un qui a une déontologie, comme on va voir un médecin qui a un diplôme et qui a signé le serment d'Hippocrate. Eh bien, s'en remettre à des journalistes qui ont une déontologie et une éthique doit permettre d'avoir accès à une information qui produit une valeur pour l'individu.
C'est que l'intérêt individuel de ces journalistes est en partie aligné sur éviter de dire des choses factuellement fausses, puisqu'ils risquent tout simplement d'être pointés du doigt et virés de leur rédaction. Après, ça ne les empêche pas du tout de sélectionner les informations et les opinions les plus favorables aux propriétaires de ces médias, par exemple. Mais le problème est en effet moins de recul sur les médias sociaux, dont les algorithmes, eux, sont entraînés pour sélectionner le pire et le plus faux, puisque c'est ce qui retient davantage l'attention. Du coup, pour revenir sur l'algorithme par exemple de Twitter vient d'être ouvert, il est disponible, il est open source depuis le 1er avril, c'est pas une blague. Est-ce que, au sens, nous, de la démocratie, les citoyens, je dirais, la population mondiale, on n'a pas un intérêt de vraiment s'y intéresser pour vraiment essayer de l'influencer, de le changer, de l'adapter, pour que les règles deviennent, elles sont publiques, c'est clair, mais adaptées à ne pas avoir tous les problèmes qu'on voit actuellement. Ouais, je dis un mot. Alors la question de la transparence, c'est souvent sous ce prisme qu'on aborde aussi la question de l'algorithmique d'une manière générale, notamment des IA génératives en ce moment. Et on en fait un peu l'alpha et l'oméga de la résolution de nos problèmes avec la technologie. Or, bon, vous travaillez dans ce domaine, donc vous savez qu'une IA est très souvent très difficilement explicable. En revanche, ce qui est beaucoup moins difficilement explicable, c'est l'objectif qu'on assigné à cette IA. Et je trouve qu'on se concentre beaucoup trop sur la question de la transparence algorithmique et pas du tout assez sur la question de la décision de l'objectif de l'algorithme. Donc typiquement, dans le cas d'un algo de recommandation appartenant à Meta ou Alphabet, comment dire, c'est à peu près aussi important de comprendre le fonctionnement d'un moteur thermique pour décider qu'il faut un code de la route que de comprendre le fonctionnement d'une IA de recommandation pour décider qu'il faut réglementer la diffusion d'informations. C'est-à-dire que c'est totalement inutile, on s'en fiche de ce qu'il y a dans un moteur thermique, on sait que c'est fait pour faire avancer une voiture, la vitesse qu'on veut, tout ça. Et quand je vois des gens comme Yann Lequin, qui est donc l'hyperstar française chez Facebook, alors il a posté un graphique sur Twitter où il met un immense cercle, ça c'est la somme des gens qui s'intéressent aux effets des IA, et après il met un tout petit cercle, ça c'est les gens qui s'y connaissent vraiment aux IA à l'intérieur. Donc d'après lui, c'est vraiment inadmissible qu'on parle d'IA quand on n'a pas fait d'études en IA. Mais les bras m'en tombent quand je vois un truc pareil. Heureusement qu'on ne demande pas uniquement aux fabricants d'armes de se positionner sur l'effet des armes à feu dans la société et de légiférer sur le port d'armes. Heureusement qu'on ne demande pas uniquement aux constructeurs automobiles de se questionner sur ce que devrait être le code de la route et l'utilisation de la voiture. Donc il y a, au sens fondamental, pas de nécessité à connaître du tout, et d'ailleurs c'est mon cas, j'ai écrit un livre sur les algorithmes en n'ayant à peu près aucune notion d'algorithmique, même si j'ai essayé de me cultiver, j'ai lu des bouquins sur le sujet, tout ça. Je vois bien que le cœur du problème n'est pas un problème technique. Le cœur du problème est évidemment politique, c'est quel objectif on donne à ces algorithmes qui ont une influence considérable dans la société. Après, la transparence, ça reste une solution utile une fois qu'on a changé l'objectif de l'algorithme pour être sûr que l'algorithme reste aligné avec l'objectif qu'on lui a assigné. Mais l'alignement, c'est, disons, un problème secondaire par rapport à donner à un algorithme un objectif qui est orthogonalement opposé à nos intérêts. Oui, par rapport à la perspective de légiférer justement sur les plateformes, c'est-à-dire la troisième voie, actuellement, les algorithmes des plateformes traitent des milliards de contenus. Dans le chapitre, si je me souviens bien, Algo-démocratie de ton livre, dans lequel tu parles du projet Tournesol, justement, la question que je te pose, c'est pratiquement, conceptuellement et techniquement, comment se passerait si c'était légiféré, admettons, maintenant ça y est, c'est légiféré, il y a un moteur de recommandation, et dans ce chapitre-là, tu parles du représentant algorithmique personnel. Et la question, c'est comment intégrer l'apprentissage de cette démocratie au sein d'un algorithme, sachant que ça fait appel à des notions comme le représentant algorithmique personnel. Et si on prend en parallèle le projet Tournesol, les volumes traités, qui sont de la qualification d'information de chaque contenu, les volumes traités sont-ils aujourd'hui suffisants, sont-ils démultipliables pour demain former un moteur d'apprentissage d'un algorithme, sans rentrer dans la transparence, mais dans l'objectif d'un algorithme dit démocratique. Est-ce que ça, il y a des perspectives, il y a des techniques de transition entre, même si la loi était votée 7 minutes terminées, combien de temps, quelle modalité, pour qu'il y ait un semblant, donc un premier pas vers un algorithme dit démocratique qui pourrait éventuellement employer cette technique du représentant démocratique algorithmique individuel. Alors,
Comme vous êtes lecteur du livre déjà, je réexplique un peu de quoi il s'agit dans le chapitre pour qu'on ait une vague idée de ce dont je parle. Bon, la question de savoir qu'est-ce qu'il conviendrait éthiquement de recommander à 4 milliards de personnes quotidiennement à raison de 2 heures par jour, c'est une question philosophique, politique, scientifique extrêmement complexe. À quoi doit allouer 4 milliards de personnes son temps quotidiennement à raison de 2 heures par jour? C'est virtuellement, ça paraît quasiment impossible d'y répondre. Et alors, il se trouve qu'en l'occurrence, les plateformes y répondent de façon complètement autoritaire et sans aucune considération démocratique. Mais si on devait avoir justement une réponse démocratique sur ce qu'est justement l'éthique de recommandation, comment on pourrait le faire? Là, c'est donc proposé par un papier, en effet, de chercheurs qui s'inspirent de ce qu'on fait pour programmer l'IA des voitures autonomes. Alors ça, c'est un sujet qui passionne les foules. On se dit, mais est-ce que ça va tuer plus ou moins de gens? Mais on se préoccupe assez peu du fait que les IA de recommandation tuent factuellement des gens, et plusieurs millions, pas seulement des quelques dizaines à droite à gauche quand un SUV écrase un passant. Même si en soi, évidemment, ça constitue un gros problème. Donc pour les IA de recommandation, les IA de pilotage des voitures autonomes, ce qui se passe, c'est qu'on soumet un grand nombre d'utilisateurs humains à un grand nombre de dilemmes. Donc on montre voilà, une situation qui arrive, il y a 2 photographies de ce qui peut se passer. Soit on écrase le bébé avec la dame qui pousse une poussette, soit on écrase ces 2 trentenaires. Bon, c'est des dilemmes éthiques qui sont indécidables, mais pour autant, quand on fait face à ce genre de situation, quand on est conducteur humain, ou même à des situations bien moins extrêmes, on prend une décision instinctive, rapide, et on peut dire que ça reflète du coup mieux le jugement humain. Et on voudrait que les robots utilisent cette éthique humaine. Et donc en fait, on fait voter plein de gens sur ces cas, et puis on entraîne des IA à apprendre des préférences d'un humain donné, puis on fait voter ce qu'on appelle donc ces représentants algorithmiques, qui représentent le vote qu'on ferait dans un certain nombre de situations. On les fait voter dans des nouvelles situations qui se présentent et qui sont plus ou moins similaires à ça. Donc ça, c'est un cas très spécifique relatif aux IA de pilotage des voitures autonomes, mais on pourrait le faire en fait pour des problèmes beaucoup plus complexes, qui est la recommandation d'une vidéo parmi des milliards disponibles à une personne donnée à un moment donné. Donc on pourrait, et c'est ce que propose de faire Tournesol, en tout cas du point de vue conceptuel, ils le font déjà en expérimentation, mais en effet à relativement petite échelle, ils nous suggèrent à chaque fois des dilemmes de vidéos, et ils nous demandent de les classer sur une échelle de 0 à 10 en termes de pédagogie, de caractère scientifiquement robuste, mais aussi de divertissement, parce que ça compte, et enfin toute une gamme de critères. Et en votant pour un grand nombre de vidéos, on finit par avoir une forme de représentant algorithmique qui se positionne en notre lieu et place dans des dilemmes similaires, en faisant de l'inférence statistique sur le choix d'utilisateurs qui nous ressemblent. Donc voilà, on s'en va vraiment dans des discussions un peu techniques, mais en fait c'est une idée qui est jugée très prometteuse par beaucoup de chercheurs dans les IA de recommandation et tout ça, parce qu'elles permettent d'utiliser de la démocratie dans des phénomènes qui requerraient, en fait, évidemment, on ne va jamais pouvoir faire 1 million de votes par minute qui impliquent toute la population. Mais ces représentants algorithmiques pourraient prendre part à un très très grand nombre de votes. Alors évidemment, ça soulève plein de questions, ce serait probablement jamais parfait, mais ce serait probablement aussi beaucoup mieux et beaucoup plus démocratique que la situation actuelle où les humains ne sont aucunement impliqués dans le choix, autrement qu'en laissant éventuellement un like ou surtout en visionnant des contenus longtemps, ce qui va donner un indice à l'algorithme sur le fait que c'est un contenu qui retient l'attention. Et alors, je n'ai pas répondu exactement à la deuxième partie de la question, c'était est-ce qu'on peut répliquer ce phénomène à grande échelle? Je ne vois pas de limitation technique, mais c'est à vous de me le dire. Peut-être que vous pouvez développer et prototyper ça chez Unali. On va pas de problème, demain matin, c'est le côté. Moi, je compléterai juste sur ce sujet-là. Il y a de manière plus simple déjà de pouvoir hiérarchiser et classer les choses, c'est-à-dire qu'on peut aussi, il y a des médias qui commencent enfin des plateformes où il y a plusieurs centaines d'articles qui arrivent, et de pouvoir positionner en fait factuellement via des IA si c'est un contenu plutôt libéral, plutôt conservateur. Enfin, il y a vraiment des façons de pouvoir hiérarchiser et de pouvoir avoir une représentation d'un nombre de données si on revient vraiment à la pratique informationnelle, sur un sujet en particulier, on va avoir une représentation
du prisme des médias qui auront traité telle ou telle façon l'information. Si on prend le cas par exemple de la réforme des retraites, eh ben, on va avoir une représentation médiatique de quel média a traité quelle information et de quelle orientation. Et c'est aussi donner les clés de lecture de cette représentation et dire, bon, bah, il y a sur tel sujet une grande majorité d'informations plutôt d'un point de vue, sur d'autres sujets plutôt sociétaux, l'environnement, etc. C'est d'autres médias qui les consultent, et en fait de pouvoir donner des clés aux utilisateurs. Alors ça nécessite par rapport à un traitement algorithmique qui va nous abreuver d'énormément de contenu, de sélectionner des centres d'intérêt et à partir des centres d'intérêt de redescendre sur les avis, enfin sur la représentation d'un sujet traité. Et là, ça pose la question justement du divertissement où on va être grand consommateur de beaucoup de micro-sujets à réellement passer du temps à avoir de la curiosité pour certaines thématiques et à explorer plus personnellement les thématiques.